Bien, chère Valérie, chère Agnès, nous étions il y a quelques minutes quasiment ensemble à BFM, je t'ai entendu, tu étais parfaite. Comme toujours, tu vas me dire. Bien, je voudrais tout d'abord, mesdames et messieurs, saluer la centaine de conseillers nationaux qui sont en Zoom et leur dire qu'on aurait aimé que vous soyez là. On a eu énormément de défections dans les 2 derniers jours. J'avais quelqu'un que tu connais bien, Paul Miliez, par exemple, qui m'a dit ce matin, écoute, je ne peux pas venir parce que j'ai le Covid. Et vous dire qu'on aurait été heureux d'être plus nombreux. Je ne sais pas si les normes sanitaires ont été respectées, donc au bout du compte, vous êtes bien à la maison. Mais te dire, Valérie, que c'est un vrai bonheur pour nous tous d'être là aujourd'hui. Thomas Elexhauser rappelait que le premier Conseil national du nouveau centre, quand nous l'avons créé en 2007, au moment de notre rupture avec François Bayrou, qui avait, comme vous le savez, appelé à voter pour une candidate du Parti socialiste qui a eu un beau chemin depuis, ce premier Conseil national s'était fait dans cette salle. Je voudrais par ailleurs vous dire qu'on pourrait remercier les 4 principaux artisans de cette jolie salle et leur dire merci. À nos 4 collaborateurs, je veux parler, quoiqu'ils ne sont pas vraiment des collaborateurs sauf Nicolas, mais dire à Nicolas, à Gauthier, mais aussi à Thomas et à Drifa qu'on les remercie d'avoir consacré un peu de temps pour nous avoir organisé ce Conseil national. Alors mes chers amis, nous avons fait partie des premiers soutiens de Valérie quand, Valérie le rappelait tout à l'heure, peu croyaient en sa capacité de pouvoir rassembler toute la famille politique. Mais mesdames et messieurs, celui qui a été le premier à me suggérer de soutenir Valérie, c'est mon fils. C'est Jules, qui est là, et qui m'a dit ce matin, Jules, lève-toi. Voilà. Tu peux te rasseoir maintenant. Hein. Et qui, lorsque tu étais venu à la première fête de la pomme, puisque tu es venu 2 années de suite, m'a dit, mais papa, pourquoi tu soutiens pas Valérie Pécresse à l'élection présidentielle? Valérie entend l'observation de Jules, et Jules lui dit, tu n'as plus qu'à convaincre ton père. Ce qu'il a dû savoir faire. Donc, te dire, Valérie, qu'on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui, et te dire que tu as face à toi, Rachida le disait tout à l'heure, elle va arriver d'une seconde à l'autre, tu as ici affaire à des gens solides. Des gens qui n'ont jamais manqué. J'ai plaisir souvent à rappeler que nous avons été parfois plus solides, ma chère Agnès, que des républicains. Que nous avons été... C'est pas pour toi que ça s'adressait, Agnès, hein. Mais je rappelle, mes chers amis, qu'au moins pour ma part, nous avons fait campagne pour François Fillon jusqu'au bout, quand bien des leaders étaient partis aux abris. Qu'au moment des européennes, j'ai appris à connaître un homme que j'adore, je ne partage pas toutes ses idées, reconnaissons-le, mais nous avons été présents aux côtés de François Xavier en permanence durant cette campagne des européennes, et j'ai fait la plupart des meetings des européennes avec lui. Et que nous avons été ensemble au municipal, au départemental et au régional, et que nous n'avons jamais manqué. Je le dis parce qu'on a parfois des ralliements de circonstances, on a parfois des femmes et des hommes qui hument l'air, le sens du vent. Eh bien nous serons là, nous sommes là, nous serons là, et quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés d'une campagne qui est nécessairement difficile et violente, eh bien, Valérie, tu as en face de toi des hommes et des femmes qui seront à tes côtés jusqu'au bout. Je ne vais pas être très long parce que
c'est avant tout toi qu'on est venu entendre, je voudrais répondre à une deuxième question. Question qui m'a été posée d'ailleurs par tous les médias depuis ce matin. Est-ce que vous n'êtes pas dérangé par les thématiques autour de la sécurité, de la justice? Est-ce que ça vous pose problème à vous, centristes? Mais, mesdames et messieurs, vous le savez mieux que quiconque, quand on est de centre droit, on est, Agnès, libéral. Et quand on est libéral, on est attaché aux libertés individuelles. J'en vois un qui hoche la tête compte tenu de son combat sur le pass sanitaire, n'est-ce pas, Loïc? Parfois qui est quasiment juste presque à l'obsession. Mais on est pour les libertés individuelles. Je vous rappelle que lorsque j'étais au gouvernement, je me suis opposé au fichier Edwige. On est pour les libertés collectives. On croit aux corps intermédiaires pour bâtir et construire un pays. Mais on est aussi, parce qu'on est libéraux et parce qu'on est de centre droit, on est pour un État fort sur ses missions régaliennes, capable d'assumer la sécurité, la justice et la protection de nos compatriotes. Donc, nous n'avons aucun problème. Et j'ai encore en tête, Bruno, cette visite, toi le Marseillais, des quartiers nord de Marseille. Je te rappelle ça, Valérie, parce que ça m'a marqué pour toute ma vie politique. Nous étions allés avec un avocat de notre famille politique, de notre parti, visiter les quartiers nord et rencontrer une association de femmes. Et j'ai le souvenir encore, il est venu me chercher à l'aéroport à Marignane, et on avait été directement dans ces quartiers. Il gare sa voiture, je lui dis, mais tu sais, j'ai ma valise, mon cartable. Il me dit, mais t'inquiète pas, tout ça se fait avec l'accord de ceux qui contrôlent le quartier. Et donc ton sac, je me souviens de sa formule, et ta valise, ils sont plus protégés que si tu l'avais mis dans le coffre-fort de la Banque de France. Et j'avais constaté l'état de déshérence, l'abandon complet de la République, une voirie mal entretenue, des mauvaises herbes, l'école dans un état de délabrement incroyable, l'antenne du commissariat de police fermée, la poste fermée. Et ces femmes qui faisaient de l'échange alimentaire pour permettre aux enfants de manger avec quelques produits frais et avec comme objectif que la cagnotte qu'elles se faisaient permettait de pouvoir emmener leurs enfants une fois par trimestre dans un musée ou dans un théâtre permettant à ces enfants d'accéder à la culture française. Eh bien, c'était l'exemple de l'abandon complet dont on parle aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, une partie du pays est en zone de non-droit. Eh bien, mesdames et messieurs, face à cela, on est tous favorables à un État capable de remettre le droit, la loi, la justice et la sécurité pour tous nos compatriotes, parce que les lois de la République française et les principes de la République française, nous y croyons, et nous y croyons pour tout le monde. Et donc, nous n'avons aucun souci sur ces sujets. Et nous sommes heureux aussi des thématiques qui sont empruntées à cette campagne. Pardon, je tourne le dos, mais il paraît qu'il faut que je parle d'abord aux caméras là-bas. Mais, mesdames et messieurs, nous sommes des décentralisateurs. Ça fait partie de notre ADN politique. Charles a évoqué ces sujets-là. Qui peut se satisfaire d'une gouvernance publique aujourd'hui mortifère parce que jacobine ? Moi, j'étais heureux hier, Valérie. J'avais réuni 21 chefs d'entreprise de grosses PME et d'ETI normandes pour qu'on parle simplification, qu'on peaufine le programme économique avec des tas d'idées fourmillantes. Ils avaient bossé en amont, ils avaient fait des groupes, etc. Et l'une de leurs propositions, c'est de dire, est-ce qu'un jour, on va bâtir une décentralisation économique complète
comparable à celle de l'Allemagne, comparable à celle de l'Italie, parce qu'eux sont pour la plupart tous exportateurs. Tous m'ont dit, parmi les propositions que vous devez défendre, c'est de recréer la CEDIC d'un côté pour l'indemnisation du chômage et que les régions prennent la main sur Pôle emploi pour faire en sorte que vous soyez en capacité de discuter avec les demandeurs d'emploi parce que vous êtes en charge des formations. Tous m'ont dit pourquoi les lycées professionnels sont encore dans les mains de l'Éducation nationale. Parce que les lycées professionnels, c'est en quelque sorte une partie de la responsabilité des régions. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans un système complètement arithmétique. C'est-à-dire que moi, quand j'ouvre une formation à un endroit en région, parce que le bassin d'emploi le réclame, on me demande, le rectorat, et j'imagine que c'est pareil chez toi, on me demande de fermer une autre classe ailleurs, parce que tout ça se fait à somme nulle. Eh bien, si on considère que le développement du lycée professionnel, c'est une priorité pour le pays, on donne les moyens pour faire en sorte qu'on puisse ouvrir autant de formations qu'il est nécessaire de le faire, bassin d'emploi par bassin d'emploi. N'est-ce pas, Sonia? Je suis heureux, mesdames et messieurs, que dans le programme de Valérie, il y ait une large place faite aux questions d'éducation. Mon cher Yvan, on sait à quel point c'est un sujet clé. On sait à quel point Jean-Michel Blanquer a fait long feu. Il a eu quelques idées qu'il a mises en place, comme le dédoublement des classes. Reconnaissons que ce n'est pas une mauvaise idée. Mais sorti de ça, qui pourrait me donner un élément du bilan de Jean-Michel Blanquer, sauf le bordel maximum que nous avons pu connaître sur la gestion du Covid dans les établissements scolaires? Très franchement, le bilan est radicalement mauvais. Et je vais vous donner quelques exemples. À chaque fois que nous rencontrons les milieux économiques, à chaque fois que nous rencontrons de grands économistes comme nous l'avons fait cette semaine, à chaque fois que nous rencontrons des acteurs comme ceux du numérique, à chaque fois que nous rencontrons des ingénieurs, des industriels, ils nous disent « on est un pays où on manque d'ingénieurs ». Et il y a quelque chose de dramatique pour le pays, c'est la réforme du bac avec l'abandon des mathématiques. C'est ça la réforme du bac. C'est par ailleurs, mesdames et messieurs, une politique qui aurait dû très largement, comme l'a expliqué Sonia tout à l'heure, nous accorder aux régions le plein pouvoir sur les questions d'orientation et d'information sur les métiers. Et au bout du compte, on a fait une demi-réforme. Alors nous, en région, on a créé une agence de l'orientation, le rectorat est venu, et au bout du compte, nous ne sommes pas en capacité d'éclairer, comme tu l'as dit, le choix de chaque élève, afin qu'il puisse savoir vers quel métier il a envie d'aller, parce qu'il a été en capacité de pouvoir rencontrer des salariés, parce qu'il a été en capacité d'aller dans une entreprise, parce que sa famille a été en capacité aussi d'aller rencontrer des acteurs économiques pour sortir des schémas dans lesquels ils sont. Eh bien, cette réforme-là, elle est portée dans le cadre de la campagne de Valérie. Eh bien, mesdames et messieurs, l'éducation, on le sait, c'est le seul moyen de donner du sens au principe d'égalité. Je suis, moi, fasciné par cette histoire-là. On est dans un pays pétri d'égalitarisme et pourtant, on laisse de côté la clé de l'égalité, qui est l'égal accès en fonction de son talent, de son travail, de sa volonté d'accéder au meilleur des écoles et de la République. C'est tout de même fascinant d'être dans un pays où on est dans le déterminisme social le plus complet. Jamais on n'a eu aussi peu d'enfants issus des milieux modestes allant à l'université dans les grandes écoles. Jamais on a accès à un système dans lequel, en quelque sorte, le déterminisme vous inscrit. Dis-moi ce que font tes parents, je te dirai quelle formation tu vas faire. Eh bien, mesdames et messieurs, combattre
ce fléau pour le pays, qui est d'ailleurs un fléau aussi en termes d'intégration et d'assimilation, eh bien, mesdames et messieurs, ce fléau, ça fait pas le combat contre ce fléau, c'est une priorité de Valérie. Et nous nous retrouvons dans ces priorités autour de l'éducation. Et donc, nous sommes très à l'aise dans le programme de Valérie Pécresse. J'allais dire qu'il nous va comme un gant. Je te propose d'ailleurs, Valérie, une petite idée complémentaire proposée par des acteurs économiques lors de nos rencontres de cette semaine, c'est de faire en sorte que dans la formation des enseignants, il y ait un stage obligatoire dans une entreprise. Je te le dis. Je termine sur un dernier sujet pour ne pas être plus long. Sur l'Europe, nous sommes les Européens. Comme dirait Loïc, je suis fédéraliste. Comme je lui ai dit, si tu avais été confronté à l'Europe de tous les jours, tu serais moins fédéraliste. Enfin, reconnaissons que nous sommes très européens. Mais franchement, mesdames et messieurs, on ne peut pas considérer que l'Europe se fait seule. Je veux dire, les Européens, ils n'attendent pas les autres pour bâtir leur idée de l'Europe. Et ils n'attendent pas notamment la France. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on pense que le modèle que Emmanuel Macron vend aux autres États européens, c'est le modèle voulu par les autres États. Je veux dire, dans le mariage, il faut être deux. Eh bien, pour bâtir un modèle européen, faut-il au moins partager un minimum, un projet collectif. Et j'en profite pour vous le dire. Oui, on doit défendre l'Europe puissance. Mais l'Europe puissance, c'est par exemple ce qu'évoque Catherine au titre de la souveraineté numérique européenne. Franchement, faire en sorte, décider que la totalité de nos données de santé vont être sous la loi américaine car confiées à Microsoft, ça devrait faire la une des journaux tous les jours. Parce que ce n'est pas simplement la confier à Microsoft, ça veut dire la mettre sous l'égide de la loi américaine. Agnès évoque ces sujets. Le président de la Startup Nation, je les ai rencontrés cette semaine avec Catherine, les acteurs du net et du digital français, ils sont scandalisés par la politique du gouvernement Macron depuis 5 ans. Ce n'est pas parce qu'on a des licornes plus qu'on en avait il y a 5 ans que pour autant on a bâti cette souveraineté numérique. Eh bien, cette souveraineté numérique, elle passe par des propositions qui sont dans ton projet, comme celle de faire en sorte que 50% au moins du marché soit confié aux entreprises européennes. Bien. Mais mesdames et messieurs, je vous demande simplement de balayer les racontars de ce que pourrait être le projet européen. Je voyais ça encore cette semaine, dans je ne sais quel papier, en disant on va relancer l'Europe de la défense. Alors on est heureux de l'entendre, mais moi je peux vous dire l'Europe de la défense, elle n'existe qu'en France. Parce que les autres pays européens, ils n'en veulent pas. On peut se dire quel drame que l'Europe ne prenne pas en main ce que je pense, sa sécurité, qu'elle la confie aux Américains qui s'éloignent progressivement de l'espace atlantique. On peut vraiment tous les jours se désoler du renoncement européen, parce qu'en vérité, les seuls avec lesquels on pouvait parler défense, c'était les Britanniques, ce qui n'empêchera pas de le faire d'ailleurs en dehors de l'Union européenne, parce que de toute façon, on le faisait en dehors de l'Union européenne. Mais raconter aux Français qu'on va faire l'Europe de la défense, c'est mentir purement et simplement aux Français. Tous les instruments existent dans les textes. Il y a le corps européen, l'état-major européen, il y a les GT 1500, les battle groups. Tout ça existe dans les textes, ça n'a jamais été mis en œuvre parce que les Européens n'ont jamais voulu consacrer un minimum d'efforts sur les questions de défense. Donc, oui, pour une Europe puissante, mais l'Europe puissante que nos compatriotes réclament. La lutte contre l'immigration clandestine, capable de nous protéger. Faire en sorte qu'il y ait une taxe carbone réelle et sérieuse aux frontières de l'Europe.
Voilà où on nous attend, faire en sorte que sur le numérique, on ne soit plus une colonie américaine. Mais l'Europe puissante, mesdames et messieurs, comme on l'évoque dans les mots d'Emmanuel Macron, c'est une farce parce qu'elle n'est partagée par personne en Europe. Et donc, mesdames et messieurs, nous défendrons un projet dans lequel nous sommes à l'aise, bien. Et je termine par un point, pour ne pas être plus long. J'aurais pu l'être. Mais je vais vous dire une chose. J'ai toujours pensé que Valérie allait être la prochaine présidente de la République. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit. Et je vais vous dire, il y a 2 raisons pour lesquelles les Français vont l'élire. La première, c'est que, et c'est un homme qui est arrivé en politique grâce à Valéry Giscard d'Estaing, c'est que j'ai toujours dit que le sort d'Emmanuel Macron serait le même que celui de Valéry Giscard d'Estaing. Un homme enfermé dans ses certitudes, qui en janvier 1981 était sûr d'être élu dans les sondages, n'est-ce pas Hervé? Et qui 4 mois plus tard était battu. Parce que pendant 5 ans, cet homme avait, c'est vrai, vécu enfermé dans sa bulle. Il le raconte d'ailleurs très bien dans ses mémoires. Eh bien, le même sort sera pour Emmanuel Macron. Il a fracturé, divisé avec un cynisme incroyable le pays. Il n'a pas écouté le pouls, senti les difficultés de nos compatriotes. Il s'est enfermé dans sa bulle, dans l'Élysée, et au bout du compte, nos compatriotes le remercient. Et puis la deuxième raison pour laquelle Valéry sera élue, c'est que nos compatriotes se disent qu'il faut simplement quelqu'un qui fasse le boulot, qui soit sérieux, solide, courageux, qui ne raconte pas n'importe quoi, qui n'est pas constamment en train de faire des annonces dont on sait qu'elles n'ont pas de valeur au bout du compte. Et qu'au bout du compte, ce serait assez formidable que, pour la première fois depuis le début de la Ve République, il y ait une femme à la tête de l'État. Eh bien, pour toutes ces raisons, nous serons à tes côtés jusqu'à la victoire. Je vous remercie.